Alors ça, c'est plus mon sujet, c'est la croissance organique. On a un principe, c'est toujours le double digit sur la croissance à deux chiffres. Je suis monsieur croissance à deux chiffres, on va dire. Et des commerciaux par business unit. Il y a un peu plus de 100, on est 143, on va dire, pour arrondir 150 commerciaux dans le groupe. Le groupe aujourd'hui, c'est 2000 personnes. Donc 2000 personnes, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 150 commerciaux, une trentaine de marketeurs. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez aussi nous suggérer des invités là-bas ou sur LinkedIn, mais passons au plus important. Aujourd'hui, pour ce 11e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Zamy, Chief Sales et Marketing Officer d'Orisha. Si vous ne connaissez pas encore Orisha, voici quelques informations essentielles avant de nous plonger dans les questions principales de notre épisode. Orisha est un fournisseur européen de logiciels B2B présent dans des secteurs variés comme la distribution, l'immobilier, la santé, l'agroalimentaire et j'en passe. Avec 50 000 clients à travers le monde, Orisha a su penser une stratégie qui a déjà porté ses fruits, avec un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros en 2019 qui a explosé ces 5 dernières années, atteignant 300 millions aujourd'hui, un x5 impressionnant qu'on va expliquer un peu après. Je termine avec d'autres chiffres bien symboliques de leur performance. 80% de leur activité se concentre en France et 80% de leur business est en SaaS et donc composé de revenus récurrents, une prouesse de rentabilité, vous l'aurez compris. Alors, pour nous expliquer les stratégies, les méthodes et les secrets de vente derrière des résultats aussi inspirants, je vais poser à Jérôme les questions principales suivantes. Avec une croissance exceptionnelle qui s'est faite aussi et surtout par beaucoup d'acquisitions et de croissance externe, quelles sont les méthodes de vente et les stratégies commerciales qui vous ont permis d'accompagner et d'incorporer ces dynamiques ? Avec des équipes marketing et commerciales souvent alignées grâce à la data et un CRM bien partagé, quelles pratiques concrètes avez-vous mises en place pour maximiser l'efficacité commerciale et garantir un traitement optimal des leads générés par le marketing ? Et enfin, former des commerciaux à la prospection n'est pas toujours évident, surtout quand ils sont plus à l'aise avec la fidélisation. Quelles sont les clés pour aider des cueilleurs à se muer en véritables chasseurs et comment est-ce que chez Orisha, ils ont motivé leurs équipes à adopter des postures proactives en termes de chasse ? Voilà, on y est. Bonjour Jérôme, je suis ravi de te recevoir sur Vive la Vente. D'abord, comment vas-tu et comment va Orisha ? Merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. On commence une nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme. Et Orisha se porte bien aussi. On vient de finir une année exceptionnelle et on s'apprête à en vivre une autre. Tu le disais, on commence une nouvelle année et en plus j'en parlais un peu en introduction, vous en bouclez une très belle aussi d'année. Vous avez bouclé aussi l'acquisition de Teranga, votre 6e acquisition de l'année 2024, si je ne me trompe, ce qui porte le CA, je le disais, à plus de 300 millions d'euros. Pour amener un peu les choses à ton échelle, à ton scope, ce qui est, je crois, déjà assez large comme ça, est-ce que tu pourrais me dire quels ont été un peu les succès de l'année pour toi et les équipes commerciales d'Orisha ? Oui, je vais te dire que le premier succès, c'est le changement de dimension. Alors il n'est pas que commercial, mais moi je suis chez Orisha depuis un peu plus de 5 ans. Et c'est vrai que chaque année, tu as l'impression de changer de dimension, mais cette année, donc effectivement, on va boucler une année à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur pas mal de marchés et qui connaissent tous ce que connaissent toutes les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte économique qui n'est pas simple. Mais ça fait un moment qu'on en connaît des pas simples. Moi, quand je suis arrivé, 6 mois après, on parlait de pandémie. Ensuite, on a eu plus localement des crises sociales, politiques, etc. et qui, à un moment donné, peuvent mettre à mal la consommation. Et chez Orisha, on est très impacté par le moral du consommateur, ses habitudes de consommation qui peuvent changer, puisqu'on a une empreinte qui est dans tous les petits moments de vie des gens, l'immobilier, la construction, le retail, etc. Mais malgré tout ça, je ne vais pas dire qu'Orisha est plus fort que ces crises, mais on a traversé et on a dû s'adapter. On a réussi à s'adapter à ces phénomènes sociaux, politiques, géopolitiques des fois, avec succès, en continuant à faire la croissance organique à 2 chiffres et en continuant à faire des acquisitions. La croissance organique à 2 chiffres, c'est tout ce qu'on va entendre sur cette émission. Et tu me vois venir, quels sont les défis qui vous attendent pour l'année 2025 ? Comme on a changé de dimension de manière peut-être un peu plus importante en 2024,
Tu te disais et tu as raison, on a bouclé 6 acquisitions en un an. Je crois qu'on ne l'a jamais fait, tu vois, depuis que le groupe existe. Ça, c'est excitant sur le papier, mais ça veut dire que tu as des enjeux derrière d'intégration de ces entreprises qui ne sont pas à prendre à la légère, parce que et on ne va pas y arriver, on sera pas en crise de croissance, parce on se prépare évidemment à intégrer ces entreprises, mais en tout cas, on essaie vraiment de ne pas du tout sous-estimer le temps que ça va prendre, le changement culturel, le changement, l'adaptation des process, le fait aussi de bien respecter l'ADN aussi de l'entreprise qu'on a racheté, parce chez Orisha, on n'arrive pas en cassant toute la valeur, au contraire, on essaie de respecter la valeur qui a été créée, la culture et de la multiplier, exactement. Donc c'est des enjeux d'intégration qui sont forts. Et puis il y a des enjeux, évidemment, alors ça c'est plus mon sujet, c'est la croissance organique. On a un principe, c'est toujours le double digit sur la croissance à 2 chiffres. Je suis monsieur croissance à 2 chiffres, on va dire. Donc j'essaie de garder ce principe-là. Et en tout cas, sur le papier, on a un budget qui devrait permettre d'y arriver. Ce sera peut-être pas le titre de l'épisode, mais ça aurait été assez marrant, monsieur croissance à 2 chiffres quand même. Avant de commencer à vraiment disséquer ta machine de vente et revenir sur tes bonnes pratiques commerciales, nos auditeurs le savent, j'ai une question un peu classique sur ton parcours. Et en plus, toi, tu es tombé assez tardivement dans la vente. Tu as eu des expériences chez Microsoft, en agence aussi, chez Publicis, carrément plus d'expériences dans le marketing en fait. Donc je vais te poser la question, comme le veut quand même la tradition de cette émission. Comment est-ce que tu as fait pour faire la transition avec la vente ? Comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? C'est un ancien manager qui m'avait dit un jour, mais en fait, toi, tu as l'âme d'un commercial et on aurait besoin de toi sur la réponse aux appels d'offres. Donc c'était dans une précédente expérience. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit, tu t'es laissé prendre par le jeu de la compète en fait lors des appels d'offres. C'est ça. Et en fait, sur le moment, j'avais l'impression de vendre mon âme au diable. Désolé pour ton audience, mais... j'avais l'impression de ne pas me respecter. Non, moi je suis un marketeur. Et je mourrais marketeur, mais en fait il m'avait bien vendu le truc. Il m'avait dit voilà, non mais tu sais, le jeu de l'appel d'offres, c'est beaucoup de marketing, c'est la vente, c'est de la séduction. Il y a beaucoup de séduction dans le marketing. On a besoin de mettre plus de storytelling. Donc ok, pourquoi pas. Et puis une fois que j'avais mis les mains dans la construction de la réponse à l'appel d'offres, il m'avait dit maintenant il faut que tu la portes, cette réponse, sans rentrer dans les enjeux techniques, parce que c'était de l'outillage qu'on vendait, mais c'était du logiciel. Mais voilà, c'est comment tu racontes l'histoire. Et puis après, il m'a dit écoute, super, maintenant tu vas négocier les prix. Et là, vraiment, tu bascules. Voilà. Et soit ça le fait parce que tu t'apprécies et tu rentres dans la compétition, et c'est plus que du storytelling, c'est aussi des chiffres, etc. Là, c'est des enjeux financiers. Soit le mariage ne se fait pas et c'est pas grave, c'est ok, tu reviens à ton job initial. Mais moi, j'ai complètement basculé. Mais l'idée, c'était pas de faire du sales à la place du marketing, c'était plus de combiner les deux. Le diable auquel tu as vendu ton âme et que tu imaginais précédemment, est-ce que c'est peut-être lié aussi à l'image qu'on a parfois de la vente en France, qui est en fait pas réellement du value selling, du challenger sales qu'on peut avoir, de la fameuse séduction dont tu parlais? Peut-être que parfois les gens n'ont pas la bonne image finalement du métier de commercial, alors qu'en fait l'image correcte du métier de commercial, c'est celle que tu évoquais avec cette séduction. C'est ça, et pour te dire, moi quand j'ai commencé mes premiers jobs de marketeur, ça remonte à ça me vieillit, mais il y a plus de 15 ans, il y avait un antagonisme assez fort, peut-être qu'il existe encore aujourd'hui, mais assez fort entre le marketeur et le sales. Quand je participais aux réunions commerciales, c'était chaud quoi. C'était non, ton lead, ton poisson il est pas frais, mais non. Bon, c'était vraiment la guerre parce qu'on n'était pas alignés. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais de manière beaucoup moins importante. Maintenant, il y a moins de charme à avoir des organisations qui sont silotées, en fait, où on se bat, les gens sont plus alignés. C'est ça. Et en fait, moi, ça a été un des enjeux aussi, comme je suis arrivé chez Orisha, c'est de me dire, moi, je veux plus revivre ça, parce qu'à la fin, on fait tous le même job. Notre mission, c'est la croissance organique. Donc, mettons-nous d'accord sur les définitions, sur qui fait quoi. Et travaillons ensemble parce que c'est plus chouette de bosser ensemble.
que de se renvoyer la balle quand ça commence à mal aller, quoi. Bon. Et moi, c'était vraiment du vécu, un peu du mal vécu pendant plusieurs années, et ce souci d'alignement a réglé beaucoup de choses. En fait, tout le monde contribue à former et à proposer la même proposition de valeur. Peut-être qu'on va revenir aux appels d'offres que tu évoquais tout à l'heure. Je voulais que tu nous parles de la plus belle vente que tu as faite ou la plus importante à tes yeux, finalement, la plus fondatrice. Alors, je vais te surprendre, c'est pas une vente client. C'est la contribution à la vente d'Orisha à notre nouvel actionnaire qui arrive à notre capital. 2021 alors non, c'est tout récent, c'est l'été dernier, l'été 2024. Donc en 2021, donc là où tu n'as pas tort, c'est qu'en 2021, on a changé d'actionnariat, on a accueilli un fonds d'investissement américain, TA Associates, qui est resté au capital, mais du coup aujourd'hui en minoritaire. Et on a accueilli un nouvel actionnaire qui est Francisco Partner, donc qui est encore plus dimensionné que TA Associates, qui est aussi américain. Et là, moi j'ai découvert le fait encore une fois, de vendre, de raconter une histoire, de prouver avec beaucoup de data, de répondre à des questions très précises sur ce que tu fais chez Orisha. Donc c'est vendre l'entreprise à un fonds d'investissement. Ça doit être encore plus exhaustif. C'est plus exhaustif, c'est plus excitant, je pense, parce que les enjeux financiers sont pas les mêmes. Voilà, on va dire que c'est une vente différente, mais tu sais, moi je me dis que c'est ce genre de vente, t'en fais pas 10 dans ta vie, hein, donc moi j'ai eu la chance d'en faire une avec une très très grosse valorisation après derrière. Et ouais, ça a été des soutenances, pas que à un actionnaire, hein, c'était plusieurs soutenances à des fonds d'investissement qui souhaitaient avoir des informations sur Orisha. Et donc il a fallu ouvrir le capot et présenter tout ça. Ouvrir le capot, c'est littéralement ce qu'on va faire dans la deuxième partie de notre podcast, donc je te remercie parce que c'est tout à fait l'expression, mais clairement ça devait être la vente la plus importante de ta vie, pas juste d'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue de toutes les informations que tu as dû compiler, aussi de la sincérité que tu dois mettre dans tout, encore plus que dans une approche client pure et dure finalement. Donc ouvrons-le, ce capot, rentrons dans le vif du sujet et dans le cœur de cette machine de vente. Est-ce que tu as un petit peu dit des choses tout à l'heure, dans le fait que vous insérez dans toutes les parties de vie du quotidien des consommateurs, mais est-ce que tu peux résumer pour nous, pour nos auditeurs, la proposition de valeur d'Orisha, peut-être avec des exemples pratiques? Ouais, alors je vais commencer un peu par la vision, si tu veux bien, d'Orisha. Orisha, c'est une nouvelle marque qu'on a lancée il y a un tout petit peu plus d'un an, pour regrouper toutes les sociétés qu'on a rachetées depuis la création du groupe. On arrivait un peu à une ligne de crête où tu te retrouvais avec énormément de boîtes rachetées, des marques qu'on conservait, des produits évidemment qu'on conservait. En fait, on conservait tout le capital et puis on le faisait grossir. Et on s'est retrouvé un peu à un sapin de Noël avec une soixantaine de logos, etc. Et donc on a décidé de concentrer en lançant cette marque-là. Et pourquoi d'ailleurs ce nom-là? Alors pourquoi ce nom-là? Donc on a travaillé avec une agence publicitaire, enfin plutôt de communication de marque, donc qui est le groupe Publicis, que je ne présente pas. Et donc Orisha, la signification, elle a une connotation assez spirituelle, j'ai envie de dire, assez éclairante. Un Orisha, c'est un type de divinité qui éclaire le quotidien des gens, donc c'est quelque chose de très positif, de très inspirant, et c'est vraiment ce qu'on fait. Et donc notre vision, pour en revenir à ça, la vision d'Orisha, c'est d'éclairer les entreprises et de faire en sorte qu'elles restent connectées au monde qui les entoure. Donc c'est vrai qu'on est éditeur de logiciels, c'est notre ADN, c'est ce qu'on fait, mais notre mission, c'est pas ça. Notre mission, notre vision, c'est vraiment d'éclairer le quotidien de nos clients, et franchement, c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors comment? De manière très concrète, tu vois, on va intégrer les nouveaux usages. Je te disais tout à l'heure qu'on était très très impacté par les nouvelles tendances de consommation. Nous, on les voit arriver peut-être un petit peu avant les autres. C'est comment on met dans nos logiciels des nouveaux usages, alors que ce soit l'IA, que ce soit le e-commerce sur des métiers qui n'en ont jamais intégré. Ça peut être de la visite virtuelle dans le monde de l'immobilier. Ça a été très très pratique pendant le Covid. C'est une pratique qui continue à bien se développer. Ça peut être, le click and collect quand tu es un buraliste. Tu vois, pour toi, le click and collect, c'est un truc pour un retailer un peu basique aujourd'hui, mais pour un buraliste, c'est quand même une petite nouveauté, mais qu'on a peut-être inclus avant nos concurrents parce qu'on a vu la tendance arriver, qu'on a développé la fonctionnalité qui allait bien, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment notre vision, notre mission, c'est éclairer le quotidien des entreprises et faire en sorte qu'elles restent connectées au monde qui les entoure.
Moi, j'ai un petit exemple pratique auquel j'ai pensé parce que comme c'est le début de l'année 2025, on a tous des bonnes résolutions. Et moi, je suis allé chez Decathlon il y a quelques semaines. Ouais. Et si je ne me trompe, c'est grâce à vous que quand j'arrive devant la caisse de Decathlon, il sait déjà pratiquement quels articles je vais poser. C'est magique. Je peux juste lancer dans mon panier et ça les détecte complètement. Donc ça, par exemple, c'est vous. Ouais, exactement. C'est magique. En tout cas, l'expérience est top parce que si tu l'as vécu il n'y a pas longtemps, c'est hyper satisfaisant de se dire que... Il y a zéro queue alors qu'il y a 3000 personnes dans le magasin, tu sais. Voilà, c'est ça. Et ce qui est génial dans Decathlon, qui est notre plus gros client, c'est que ça permet, si tu veux, à des vendeurs de se concentrer sur le conseil en rayon. Donc ça valorise, si tu veux, le métier. Et on contribue encore une fois au fait d'éclairer, et de guider et d'inspirer parce que c'est une vraie attente de cette entreprise, de Decathlon, mais c'est une vraie attente aussi de leurs employés qui travaillent sur les points de vente. D'avoir de la valeur ajoutée. D'avoir de la valeur ajoutée, pas juste... alors je dis pas que la caisse n'a pas de valeur ajoutée, mais en tout cas entre conseiller un client qui veut acheter un vélo pour son fils ou une trottinette, ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, ça a beaucoup plus, je trouve, de valeur que juste de passer un article. Alors que là, avec la caisse autonome et le logiciel qui est embarqué, tu jettes ton article, tu as le prix qui s'affiche, tout est automatisé, c'est une super expérience d'achat. En plus, ça tombe bien parce qu'on a reçu Miracle sur le podcast il y a quelques temps et comme tu le sais peut-être, c'est aussi leur partenaire sur l'e-commerce pour le coup, pour plutôt la partie paiement en ligne. Donc on est presque en train de faire tout le cycle de vente. Donc si Decathlon nous entend, je serais ravi de les recevoir sur le podcast. On sait déjà presque tout sur leurs étapes de vente, en tout cas inbound. Comment est-ce que vous êtes organisé chez Orisha et vous avez combien de commerciaux au total? Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Bien sûr, on est organisé en business unit et ça c'est une organisation qu'on a lancée il y a 1 an et demi. Voilà, donc quand on s'est retourné en se disant ça fait 20 ans qu'on fait des acquisitions, on s'est dit ok, c'est quoi nos secteurs d'activité de prédilection? Là on est le plus fort, on a des positions de marché fortes et donc on en a trouvé 4 ou 5 qui étaient assez évidentes. C'est 1 l'immobilier, 2 la construction, 3 le retail d'une manière générale. Le retail c'est très très grand mais on va dire le retail pour simplifier. 4 la santé et puis 5 plus récemment l'agri-food, mais ça c'est venu que très récemment. Et si tu veux, on s'est dit, ça reste des secteurs d'activité porteurs, dynamiques, et donc on accélère en fait les acquisitions sur ces secteurs d'activité. Et pour avoir un peu plus de consolidation et d'intelligence collective aussi, et de force, d'impact sur nos marchés, on a créé des business units, on a rattaché les entreprises qu'on rachète au fil de l'eau au sein de ces business units. Donc tu as un patron de business unit, tu as une équipe ou des fois plusieurs équipes commerciales par business unit, et qui vont aller adresser un secteur d'activité, alors avec des fois que des sous-segments de marché, mais avec une offre qui n'est pas éclatée comme avant, avec 1 milliard de produits, etc., mais qui est beaucoup plus consolidée, ce qui nous permet de favoriser le cross-sell. Donc des business units et des commerciaux par business unit. Il y a un peu plus de 100, on est 143, on va dire, pour arrondir 150 commerciaux dans le groupe. Le groupe aujourd'hui c'est 2000 personnes, donc 2000 personnes, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 150 commerciaux, une trentaine de marketeurs. 50 000, entre 50 et 60 000 clients. Qui sont vos principaux clients? Alors, nos principaux clients, on va commencer par l'immobilier. Dans l'immobilier, on va équiper tous les professionnels de l'immobilier. Voilà. Donc, ça peut être l'agence qui va gérer de la transaction, le transactionnel. Donc tu cherches à acheter un bien, tu passes par une agence, on va équiper ces agences. On a à peu près... je te dis Century 21, La Forêt, Nexity. Bien joué parce que ce sont nos clients. Stéphane Plaza, on est sûr à 100%. Etc. Et puis après, tu as un deuxième métier dans l'immobilier qui est le property management ou la gestion locative. Tu as aussi le tertiaire de l'immobilier d'entreprise et ça aussi, ce sont nos clients. Donc transaction, property management. Ensuite, dans le retail c'est hyper large. On va équiper des chaînes, de grandes chaînes comme tu as cité Decathlon, mais ça peut être aussi des franchises, ça peut être aussi des indépendants. Donc dans les indépendants, ça peut passer par l'indépendant qui va louer des skis, qui va louer des vélos, qui va vendre des motos, qui va, j'en sais rien, je te parlais des buralistes tout à l'heure, donc tu vois, c'est très très large le retail, indépendant mais aussi très grande chaîne. Et puis dans la construction, on va plutôt se focaliser sur les professionnels du BTP. Donc ça c'est pareil, c'est très très large. Saint-Gobain par exemple? Alors non, ça pour le coup c'est plus grand compte. On va être plutôt sur les PME, les PME de entre 5 et 15, 20, 30 ou un petit peu plus employés, tu vois. Sur la santé, ça va être un peu plus varié. On va être à la fois sur les professionnels de santé, donc tu vois, on va équiper les médecins, les infirmiers et infirmières,
etc. Puis après, on a les cabinets et aussi des centres de santé. Tu sais, les centres de santé, c'est ce qu'on a vu éclore ces dernières années, où finalement, il y a des professionnels qui décident d'être plutôt, donc plus exercés en libéral, mais d'être salariés. Ça, c'est une vraie tendance de marché. On revient aussi comment on fait pour que Orisha éclaire la voie et épouse un phénomène de marché. Bah, très clairement, on est là-dedans. Donc, on est leader auprès des centres de santé. Et puis, on est co-leader sur les professions libérales de santé. Ça fait quand même beaucoup de verticales différentes. C'est impressionnant. Et j'aimerais qu'on explore comment toi, t'assures, quelles sont tes missions un petit peu au quotidien. Tu l'as bien expliqué. Tout à l'heure en parlant des business units, et c'est quelque chose qui m'avait aussi frappé quand on était en call et là quand je suis revenu sur mes notes de préparation pour préparer nos questions. Et donc tu as un rôle qui est assez rare, tu dois gérer plein de business units différentes, tu dois oversee en fait, désolé pour l'anglicisme, plein d'équipes commerciales qui sont dans des équipes, dans des BU donc différentes. Ça signifie que tu es un peu le coach commercial de plein de moyennes entreprises en fait. Si j'ai osé le mettre comme ça dans ma question, mais est-ce que tu es d'accord? Comment est-ce que tu vois toi ton quotidien? Ouais, ça peut en faire partie, je suis assez d'accord. La petite chose que j'ai peut-être pas précisée, mais qui est une erreur de ma part, juste sur la partie ce que fait Orisha, donc j'ai dit qu'on équipait toutes ces sociétés et dans ces verticales-là, mais ce qu'on conçoit, ce sont des logiciels de gestion, alors on peut les appeler ERP, des fois ce sont plutôt des CRM, on parle des fois de logiciels métiers, etc. Voilà, c'est des solutions B2B, comme tu l'as dit un petit peu en introduction, qui vont aller adresser des usages comme l'encaissement, la gestion, un petit peu de RH, un peu de comptabilité, etc. Voilà. En gros, c'est le premier logiciel que tu achètes quand tu montes un business. Tu as besoin d'encaissement, tu as besoin de gérer tes stocks, tu as besoin d'avoir la visibilité sur ta finance. Alors, c'est le logiciel, on va dire, mandatory, indispensable pour chaque entrepreneur. Et donc dans ma mission, oui, on pourrait dire coach, mais l'idée, si tu veux, la première idée, c'est d'arriver avec des bonnes pratiques. Voilà. Et de se dire, ce groupe, il est hyper riche, il y a des bonnes pratiques en interne, qu'on pourrait observer dans une business unit, comment je fais pour en faire la promotion auprès d'autres équipes commerciales. Voilà. Donc, c'est comment je fais pour relayer les bonnes pratiques en interne, et puis il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur, et arriver avec les bonnes pratiques extérieures, donc celles que je connais, mais celles que je ne connais pas forcément encore aujourd'hui, mais où je vais aller demander à des experts externes d'en faire la promotion. Donc voilà, c'est très autour des bonnes pratiques. Donc ça, c'est le côté sympa, on va dire, de mon job. Il y a un côté un petit peu plus top-down, mais c'est vraiment pas la majeure partie de mon scope. C'est quand tu arrives avec une sales policy. Parce que quand tu arrives à ce niveau, avec 2000 collaborateurs, 150 commerciaux, il faut que tu arrives avec un minimum de guidelines sur, par exemple, le pricing policy. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du groupe en termes de pricing. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du groupe en termes d'outillage. Donc, il n'est pas question, par exemple, que chaque équipe commerciale ait son propre CRM. Oui, j'allais le dire. Il y a aussi la dimension pay plan, tu vois. Comment on fait en sorte pour qu'il y ait un juste équilibre entre différentes équipes commerciales, quelle est la structure de rémunération, etc. Donc on arrive avec des sales policy qu'on pousse et qu'on impose entre guillemets, et puis on arrive surtout avec beaucoup de bonnes pratiques et aussi beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on a tous à apprendre de chacun. Et si vous les achetez, c'est bien qu'ils savent faire de belles choses de toute façon. Donc j'imagine que c'est pour ça que tu dis on a tous à apprendre de chacun. Très important, très important. On parlait de culture tout à l'heure, j'imagine qu'il y a certaines boîtes qui arrivent avec des super idées, mais on y reviendra, puisque l'idée c'est évidemment de profiter de toutes les bonnes pratiques, de toutes ces idées d'outils, de tous ces alignements que tu sais faire pour essayer d'en tirer les meilleures pratiques possibles pour ici nos auditeurs. On va commencer par le marketing et la vente. Tu m'as dit que 9 fois sur 10 dans les boîtes où tu as évolué, c'est toi qui as poussé pour que Sales et Market s'alignent sur le même CRM. On en parlait d'ailleurs, le CRM c'est un peu la chose la plus importante, c'est aussi d'ailleurs ce que vous faites. Est-ce que tu penses que c'est l'importance à présent évidente et toujours accrue de la data qui a fait de toi non seulement un super marketeur, puis un excellent commercial? Je ne sais pas si je suis un super marketeur et commercial, mais oui, parce que moi c'était mon vécu et voilà, j'en ai un petit peu souffert au début, mais je pense que c'est primordial et en fait ça ramène à des choses un peu basiques, tu vois. Je me souviens qu'avec un ancien responsable commercial avec qui je m'entendais super bien, on a eu un peu cette discussion en bateau rompu. On s'est dit viens, on prend du temps tous les deux, on s'enferme pendant 2 heures et on s'aligne sur les définitions, sur ce que t'attends toi du marketing, moi ce que j'attends de ton équipe sales en termes de feedback.
etc. Et j'ai un bon souvenir de ça, il était hyper ouvert d'esprit. Et après, on a proposé ensemble au DG une approche qui était hyper, sans couture, main dans la main. Voilà, on est au service de la croissance organique et c'est tout, quoi. Et c'est un peu ça où je me suis dit, c'est ça en fait, je pense, l'une des clés du succès. Et très vite, quand on a eu cette discussion avec notre ancien DG, avec le responsable commercial, l'idée d'avoir un CRM commun, elle est venue assez vite, parce que tu mets tout le monde d'accord. Bien sûr, ça uniformise toute la donnée, et j'imagine que c'est toujours ce que vous faites maintenant. Pardon, c'est très basique ce que je dis. Peut-être que ton audience va dire, ouais, ok, première nouvelle, il faut un CRM. Oui, ouais, mais c'est au-delà d'avoir un CRM pour tout le monde, c'est se mettre d'accord. Salesforce. Okay. C'est se mettre d'accord sur les définitions qu'il y a dedans, se mettre d'accord sur le lead gen process, se mettre d'accord sur comment se fait l'assignment, l'attribution. À quel moment le rôle du marketeur s'efface un petit peu pour que le SDR et ensuite que le account executive prennent la suite. Donc c'est tout ça sur lequel il faut être aligné pour qu'il n'y ait aucune frustration, aucun trou dans la raquette, toujours énormément de réactivité, toujours considérer qu'un lead acquis, c'est de l'argent, c'est du temps, et donc il faut qu'on soit hyper réactif, qu'on comprenne pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, se mettre d'accord sur les lead sources, tu vois. Qu'est-ce qui doit provenir du marketing, qu'est-ce qui doit provenir du sales, comment on nurture, qui fait le nurturing, est-ce qu'on fait un double nurturing, est-ce que c'est que le marketing, est-ce que c'est marketing plus sales, et comment on comprend, voilà, très important de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour s'améliorer. Et ça, tu ne peux pas le faire tout seul si tu es marketeur. Et aussi, si tu es sales de ton côté, il faut absolument que les deux populations s'accordent. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on se disait en introduction de ce podcast sur comment les organisations étaient silotées avant, communiquaient pas assez, et finalement, elles parlaient pas le même langage. Souvent, j'ai ça sur le podcast, si les gens parlent pas le même langage, finalement, le client va recevoir des signaux un peu différents, que ce soit la relation client, du marketing et de comment est-ce que est présentée l'image de marque, ou même des vendeurs sur la proposition de valeur. Donc ça doit être assez important d'avoir ce même langage-là. J'imagine que vous, les business units que vous avez maintenant et que vous intégrez aujourd'hui, elles doivent adopter donc Salesforce à chaque fois. Ouais. Ça fait partie de la sales policy dont tu parlais avant. Exactement. La data, pour y revenir, c'est donc des données objectives. Les forces de vente comme les équipes marketing, elles manquent souvent d'un seul et même langage, c'est ce que je te disais. Est-ce que la solution passe par la data, et plus largement, comment est-ce que toi, tu fais en sorte que tout le monde parle cette fameuse même langue, surtout, comme je te le disais, comme on doit intégrer plein de boîtes et donc plein de nouveaux collaborateurs chaque année, comment est-ce que tu justifies la fameuse sales policy de vouloir tout uniformiser ? Alors, on ne cherche pas à tout uniformiser parce que, un, c'est pas possible, et deux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas, on essaie d'uniformiser le tronc commun qui fonctionne et qu'on doit sacraliser, qu'on doit absolument pas toucher pour avoir vraiment une lecture homogène. Et la meilleure façon de faire, pour moi, il y a deux choses dans mon cas de figure. Il y a quant à la taille d'un groupe, ou quant à, on va dire, plusieurs équipes, c'est peut-être de commencer avec une seule équipe, tu vois, et d'aligner cette équipe commerciale et marketing quand tu es un groupe, hein, et de montrer par l'exemple que si ça fonctionne pour cette équipe, ça peut fonctionner pour une autre. Et la deuxième chose, c'est... moi, je suis plutôt adepte du télétravail, des visios, etc. Mais à un moment donné, si tu veux vendre tes projets, si tu veux aligner les équipes, si tu veux prendre le feedback, si tu veux partager des choses de manière plus concrète et aussi plus sympa, il faut voir les gens, il faut se déplacer. Et quand tu as cette taille un peu de groupe, où tu as des bureaux un peu partout, etc., tu prends ton bâton, tu prépares ton contenu, tu vas à la rencontre des gens, des collaborateurs, des marketeurs, des sales, tu les mets autour de la table et venez, on discute, on s'aligne, on regarde les problèmes en face et on essaie d'avancer ensemble. Donc moi je suis très adepte du roadshow, d'ailleurs j'en prépare un nouveau là, donc sur des formations, tu vois. On va en parler parce que je crois que c'est en lien avec la prospection. Ouais, c'est exactement. Et juste pour compléter ce truc-là, c'est que tu vois là ma prochaine étape, donc sales et marketing, on va dire que c'est check pour les entreprises qu'on a déjà dans notre portfolio, qu'on a racheté, mais c'est toujours du setup pour les entreprises qui vont nous rejoindre et qu'on va racheter. Tu vois, cette année, on ne va pas s'arrêter de faire de la croissance organique. Donc en fait, ça, tu es toujours dans un setup et tu découvres toujours qu'il n'y a pas forcément un alignement. Mais la troisième population qu'on veut aussi aligner, qui est pour moi la pierre angulaire de cet alignement, c'est la finance. Alors, et là, on est en train, et j'embarque avec moi l'équipe finance, les équipes finance,
pour que ces équipes, en plus des équipes marketing et sales, parlent le même langage. Voilà. Et ça, quand tu arrives à aligner finance, marketing et sales, t'es pas mal en termes d'alignement. T'as déjà pas mal gagné sur en tout cas au moins un peu du cycle de vente. J'ai le pressentiment que ta réponse prochaine, elle va aussi peut-être passer par le CRM, mais comme c'est un sujet qui travaille beaucoup d'entreprises, j'ai envie de te la poser. Et en plus, tu étais au marketing avant, donc j'ai encore plus envie de t'en parler. Et on l'a déjà évoqué là dans les minutes qui précèdent. Comment est-ce que tu t'assures que les commerciaux traitent correctement les leads qui viennent du market ? Tu le disais, ça coûte de l'argent, il faut que ça en rapporte aussi. Ça passe par beaucoup d'interviews. Alors, tu as la data dans Salesforce, donc tu vois effectivement les activités qui sont propres aux leads. Tu as des dashboards préférés, toi, par exemple. Tu as des dashboards, alors il faut toujours les revoir parce que ça change. Et exactement, notre architecture de Salesforce, elle a changé, elle change encore, parce que plus tu grossis et plus tu es amené à remettre en question ton architecture Salesforce et ta façon de fonctionner. Là, on est en plein sur l'optimisation du lead gen process. Et pour vraiment essayer de réduire, d'être plus réactif sur le traitement des leads. On sait que le newbie, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué le newbie, mais c'est encore plus compliqué aujourd'hui. On est dans un contexte économique qui est un peu chaud. Nous, notre base installée, elle est très solide. Et sur la partie farming, on continue à développer l'existing business et ça se passe très bien. Sur le newbies, j'ai envie de dire que 2024, ça a été une année où on n'a pas énormément souffert, mais peut-être qu'on a un petit peu plus souffert que les autres années. Donc ça veut dire qu'il faut, si tu sais que ton marché adressable, il fait cette taille et que sur 2025, ça va pas forcément être booming, il faut que tu essaies d'optimiser là où tu peux optimiser. Et si tu n'es pas parti pour multiplier par 2 ta lead gen, il faut que tu essaies d'améliorer des taux. Donc c'est taux de réactivité, taux de conversion. Et donc du coup ça passe par un meilleur alignement, ça passe par l'automatisation, ça passe par le nurturing dont tu parlais aussi. Le nurturing, ça passe par revoir un peu ce que tu peux faire dans le CRM pour que ce soit plus simple pour tout le monde et que l'info soit bien traquée dans les CRM. Donc tu vois, on est vraiment là dans ce momentum-là. On se dit ok, on sait qu'on va pas multiplier par 2 notre marché adressable. La lead gen, c'est pas qu'on arrive à un plateau, mais là les marchés sont pas extensibles à souhait. Comment on peut faire pour améliorer ces taux ? J'aime bien parce que quand on parle de marketing, on parle encore plus en anglais finalement. Donc toi, comme moi, parce qu'on est sur le funnel, la conversion, l'attrition, presque. On parle beaucoup de ça, mais je vous rassure, on va en revenir un petit peu sur le commerce avec la prospection. J'avoue que je le teasais un tout petit peu juste avant. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des commerciaux qui n'en ont pas l'habitude à la prospection ? Je crois que tu m'avais dit que toi, tu as mis quelques années, 3 ans, si je me souviens bien, à mettre vraiment tes commerciaux à la prospection. Ça paraît fou de dire ça, 3 ans. Ouais, mais bon, on parle d'une dimension ambitieuse aussi quand on parle de prospection. Ouais, et si tu reviens un peu au contexte, c'est vrai que nous, on est sur le marché donc, de l'ERP, du logiciel de gestion, où tu as des taux de churn qui sont historiquement assez bas. Tu vois, tu ne changes pas de logiciel de gestion chaque année. Bien sûr. Et c'est vrai qu'assez naturellement, tes commerciaux se concentrent peut-être un petit peu plus sur la base installée et un petit peu moins sur la chasse. Parce que quand tu es leader ou co-leader de ton marché depuis X années, le lead vient entre guillemets un peu tout seul, en inbound, donc plutôt via le awareness du produit, mais aussi par le marketing, et donc un peu moins pour la chasse. Mais ça, depuis le contexte économique qui ne cesse de se dégrader, c'est plus valable. Et donc c'est vrai que j'ai mis du temps à parler de ces sujets-là, en tout cas pas de parler de ces sujets-là, mais que ça prenne, on va dire. Et je pense que l'an dernier, il y a eu un game changer parce que, alors tu sais, nul n'est prophète dans son pays. Donc toi, t'as beau le dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Prendre le bâton dont tu parlais avant. Exactement. Et donc là, pour le coup, j'ai utilisé un intervenant extérieur qui gamifie beaucoup, tu vois, la prospection, qui la dédramatise, qui parle vrai, qui parle franc, qui donne aussi des billes très concrètes sur comment en faire. Pas s'abrutir à en faire, mais en faire de manière un peu plus malin, avec des outils, etc. Et donc voilà. Et donc cette personne, elle a fait une superbe démonstration lors d'un séminaire où on avait invité tous nos commerciaux. On avait bien préparé cette keynote, cette démonstration, et ça avait bien plu. Et dans la foulée, on a enchaîné par des formations des équipes. Donc ça, si tu veux, on a marqué un point grâce à un intervenant extérieur qui a un peu changé la manière de présenter la prospection.
La deuxième chose, bien impacter les managers. Parce que ton commercial, il ne veut pas en faire. Mais il faut que le manager au-dessus, il soit convaincu qu'il faut en faire. Et donc ça, c'est par un certain nombre de chiffres, on revient à la data, sur le fait que, à un moment donné, tu n'as plus vraiment le choix, quoi. Ça fait partie, si tu veux, du background de chaque commercial, là, il faut en faire. Et avec un peu de data, un peu de benchmark, tu arrives aussi à influencer le manager. Et puis la troisième chose, c'est montrer l'exemple. Donc ça veut dire que quand toi tu mets en place des formations, tu demandes à un intervenant extérieur de parler de la prospection, c'est de participer à ces formations avec eux et de faire aussi de la prospection. Tu vois. Donc moi, sur certaines formations, je ne peux pas toutes les faire, mais celles auxquelles je participe, vas-y, on y va, quoi. On y va, et en formation, on apprend la théorie, mais surtout on fait de la pratique, et on fait des tours de table, on s'écoute tous, on se tire tous vers le haut, et moi en tant que Chief Marketing et Sales Officer, je me dois aussi de montrer l'exemple, et c'est ok, c'est cool. Et j'en fais, je fais mon petit script avec eux, je le pitch devant eux, qu'est-ce que t'en penses, c'est pas bon, c'est bon, ok, pas mal, on y va, j'y vais, allez, je prends mon téléphone et vous m'écoutez, et peut-être que je vais me planter, c'est sûr même, la première fois, la deuxième fois, mais au bout de la troisième fois, hop, je décroche un rendez-vous, etc. Donc montrer aussi l'exemple, ça je pense que c'est hyper important. Tu prends un peu les devants dans la prochaine question parce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu avais des exercices pratiques ou théoriques à nous suggérer? Donc là, par exemple, c'était construire son propre pitch de vente et le partager avec les autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Oui, mais pour le coup, il est hybride entre marketing et commercial. On parle beaucoup d'outbound et de séquences d'emailing depuis un petit moment. On sait qu'on arrive aussi à saturation sur cette technique, mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Il faut juste qu'il faut la faire différemment. On parle beaucoup d'intent data. Et là, je reprends ma casquette marketing. Et j'essaye de mettre en place des dispositifs qui vont appuyer la prospection commerciale en disant vous allez en faire, vous allez taper dans la montagne, mais nous en parallèle, l'équipe marketing en parallèle, va mettre en place des séquences automatisées et va réchauffer la prospection commerciale. Donc ça veut dire que la personne que vous allez prospecter au téléphone, potentiellement, elle va recevoir aussi un email, elle va recevoir aussi une proposition, un message sur son LinkedIn, etc., pour faire en sorte que le prospect soit plus froid, mais soit tiède, voire un peu plus chaud au moment où on l'appelle. Donc on essaie de donner comme ça des outils pour dire vous n'êtes pas seul, avec votre bottin, j'exagère, mais avec votre fichier de téléprospection, le marketing vous appuie. Et vous aide à construire aussi le pitch. Voilà, hyper important. Et là on revient à l'alignement. C'est pas un truc solo, la prospection. C'est quelque chose sur lequel le marketing doit absolument, sur lequel il doit contribuer. Et là, tu penses au pitch de vente quand il dit que le marketing doit contribuer? Tout à fait. Ouais, les bons arguments. Tu vois, par exemple, on s'est vite rendu compte que quand tu prospectes, il faut très vite placer au moins un bon chiffre clé. Un bon chiffre clé. Bonjour monsieur, je vous appelle pour telle et telle raison. On équipe des clients qui vous ressemblent. Tiens, par exemple, sur ce client, on a eu telle performance, fois X% de croissance en 3 ans, et nos logiciels y contribuent fortement. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on passe un petit peu plus de temps pour vous dire comment on a fait? Alors, et ça, le chiffre clé, en général, ça vient plus du marketing qui a, créé le bon use case, le bon cas client, qui l'a quelque part sur le site internet, mais dont le commercial n'a absolument aucune idée. Et donc on revient sur ce désalignement, parce que si tu veux, c'est trop facile à un moment donné, et tu reviens dans un silo. Et moi je l'ai entendu ça des fois, c'est le marketing qui va dire ah mais moi je te génère des leads, mais toi est-ce que tu t'en génères tout seul? Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ça reste un travail d'équipe. Et le marketing c'est peut-être quels arguments font mouche, donc et peuvent les arguments, les chiffres clés, les bonnes citations de clients et les séquences d'emails en automatique en parallèle. Et justement, je voulais te demander, est-ce que tu as d'autres conseils pour bien construire ces scripts de vente? Est-ce qu'il faut avoir le même script de vente en fonction des commerciaux? Est-ce que tu recommandes une première question vraiment icebreaker en particulier? Est-ce que tu as des tips comme ça? Ouais, on a des tips. Bon, après, c'est des choses qui sont assez de bon sens, si tu veux, et qui fonctionnent quelle que soit l'industrie. Donc, on l'a vu, c'est être hyper court. Il y a des questions à ne pas poser, il y a un ton à adopter. C'est quoi les questions à ne pas poser? C'est est-ce que je peux vous prendre 2 minutes? Est-ce que je vous dérange? Ouais. Voilà, des trucs comme ça basiques, tu l'exclus. Voilà. C'est j'imagine que vous êtes occupé et je vais aller très vite, droit au but, parce que vous êtes un chef d'entreprise ou un décideur et que vous avez un emploi du temps très chargé. Et en même temps, ce qu'on apprend aussi de cette formation, et on l'a vu sur le terrain,
c'est surtout pas, ne pas s'excuser, ne pas dire que toi, forcément, tu as plus de temps que lui, parce que toi aussi, ton temps, il est précieux. Ouais. Donc il faut que ton prospect il comprenne aussi que tu prends ton temps parce que tu sais que tu as de la valeur, voilà, d'égal à égal. Exactement. Donc ne pas se montrer inférieur, pas se déprécier. Pas se déprécier, et puis le déprécie, c'est-à-dire que ton produit aussi se déprécie en même temps, donc ça c'est hyper important. Et pas chercher à vendre le produit par téléphone, des fois on a tendance à trop en dire. L'objectif de la télépro, c'est juste de positionner un rendez-vous. C'est tout. Voilà. Et donc ça, quand tu positionnes un rendez-vous, t'es pas obligé de raconter toute ta vie et comment fonctionne ton produit de A à Z. T'es pas en train de faire une démo par téléphone. Ton objectif, c'est de caler un rendez-vous. En général, tu penses qu'il faut quelle qualité pour qu'un commercial soit un bon chasseur, et tu penses qu'il faut quelle qualité pour qu'un commercial soit un bon cueilleur? Toi, tu m'avais dit que ceux qui disent qu'ils sont 50-50 sont des cueilleurs. Ouais. Alors nous, c'est vrai qu'on a des profils assez hybrides. Et tu vois, on a quelques profils pure chasse. Vous avez 35 ans de moyenne d'âge, un turnover assez faible, des comptes qui restent plutôt longtemps. Donc ouais. En fait, on a un super bon. J'en parlais ce matin encore en Comex du groupe. On a un super bon profil de commercial aujourd'hui. Ce sont les anciens formateurs. Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre de dire ça, mais les anciens formateurs de quoi? De nos produits. Ah ouais, parce qu'ils connaissent par cœur la proposition de valeur. Ça. Okay. Là, tu pourrais dire, mais ce ne sont pas des vrais commerciaux. Ouais. Oui, mais en tout cas, nous, dans notre contexte, je ne sais pas si ça s'applique à tous les secteurs, mais en tout cas, nous, comme on vend des logiciels métiers, le fait d'avoir quelqu'un qui déjà check, tu sais, le côté je parle le même langage que mon client, je connais mon produit, je connais les bénéfices de mon produit. Et je l'aime presque. Et je l'aime, voilà, c'est ça. Et on a eu pas mal de formations là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton prospect, il faut qu'il sente que tu es la passion de ton produit, un peu le feu sacré, si tu veux. Voilà. Et du coup, les skills du commercial qui sont très importantes, savoir notamment sur le closing, ça s'apprend, je pense, plus facilement que la passion, la connaissance du produit, le fait de parler le même langage que le client. Quand tu es déjà comme ça, et les formateurs ont déjà ça en eux en général, tu es en confiance avec ton prospect, tu montres patte blanche, tu lui parles la même langue. Voilà. Et après, les skills commerciaux, ça c'est plutôt mon job et le job des sales managers qui vont arriver avec des bonnes pratiques, etc. etc. J'ai eu le bonheur récemment de faire un webinaire exclusivement sur la construction d'un bon plan de rémunération, et ça fait partie, on le disait un peu tout à l'heure, de la sales policy, de la construction d'un bon variable, de motiver aussi la prospection et par exemple l'acquisition de newbies, qui est quelque chose qui est devenu, on l'a dit aussi, moins évident. Et je vous l'avais dit, je vais le mettre sous format podcast, ce webinaire sur le plan, mais pour aller directement à ma question, comment transformer un plan de rémunération selon toi en levier de performance? Je crois que par exemple vous avez mis une prime pour la prospection et peut-être même la prospection de newbies. Ouais, on a des taux de commissionnement qui peuvent être des fois plus importants sur le newbies parce qu'on sait que on sait très bien, acquérir un nouveau client c'est plus cher et plus dur d'une manière générale que développer sa base installée. Donc oui, il y a ça. En fait, ce qu'on cherche, tu vas me dire, mais il parle que d'alignement, mais c'est... Donc il y a monsieur double digit, mais il y a monsieur aussi alignement. C'est important que le commercial comprenne que c'est un alignement parfait entre tu t'enrichis, mais seulement si l'entreprise s'enrichit aussi. Voilà. Et si l'entreprise s'enrichit, hyper important que tu t'enrichisses aussi. Donc quand tu as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chez nous, par exemple, la notion de cap, on l'a supprimée. Il n'y a pas de cap. C'est-à-dire que si l'entreprise, elle explose grâce à quelques ventes énormes, il n'y a pas de raison que le commercial soit capé. Donc des fois, ça peut faire un peu peur en tant que manager. Tu dis, attends, la prime va être incroyable. Oui, mais nous aussi, on en profite. Donc il faut que tout le monde en profite. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est le côté très juste entre accélérateur, décélérateur. Tu surperformes, on accélère ton commissionnement. Tu sous-performes, on décélère. Okay. Normal. Il y a quelques années, c'était peut-être moins entendable. Tu sais, c'est le fameux premier euro. Tu signes et au premier euro, ça déclenche une commission. On revient un peu de cette technique-là. Et moi, tous les benchmarks que je vois aujourd'hui montrent qu'il y a un minimum de quota attainment où tu te dis, soit le commercial avant, je sais pas, d'avoir fait 50% d'objectifs, il a 0. Je trouve ça un petit peu dur. Moi, je suis plutôt de l'école où on se dit il y a peut-être un décélérateur, tu vois, il y a peut-être un taux de commissionnement plus faible
s'il est en dessous de X% de son Ah oui, parce que objectif. sinon il fait le minimum. Voilà, et puis au-dessus, là tu commences à avoir un taux normal, et puis et encore au-dessus, quand tu dépasses, là tu as un accélérateur, une prime, etc. etc. C'est du bon sens, c'est du bon sens, et comme ça le commercial il comprend les règles du jeu, c'est simple, il n'y a pas de loup, tu sous-performes, tant pis pour toi, mais en même temps il n'y a pas de raison que tu sois payé aussi bien sur un taux de commissionnement que si tu surperformes. En revanche, si tu surperformes, on y va, tu vois. Ouais, faut pas juste garder le truc de manière proportionnelle. Il y a besoin de ce truc un peu exogène d'avoir plus que ça augmente de manière pas forcément proportionnelle pour justement essayer de motiver la surperformance, grosso modo. Exactement. Vous faites un événement dédié au marketing avec 300 spécialistes. Je crois que c'est ça, hein, que vous faites. Ouais, 200, pas 300, on est entre 200 et 250. Et en fait, on réunit. Alors, moi, c'est le truc que j'ai lancé. Quand je suis arrivé chez Orisha, je suis arrivé en tant que CMO, Chief Marketing Officer. Et dans mon entretien d'embauche, le CEO m'avait dit mais c'est comment tu te vois d'ici quelques années dans notre groupe. Et je dis écoute, je me vois bien prendre aussi un périmètre un peu plus business, en plus du marketing, sales, etc. Il m'a dit ok, intéressant. Pourquoi? Donc je lui ai raconté l'histoire. Et ça s'est fait au bout d'un an et demi. Tu vois, ça s'est fait plus rapidement que prévu. Voilà. Assez rapide. Et le premier truc que j'ai mis en place suite à ça, c'est juste un événement, une sorte de séminaire où j'ai réuni les commerciaux et les marketeurs en leur disant, c'est ce que je leur dis chaque année, on fait partie de la même famille, on est la Orisha Business Academy, on fait de la croissance organique, on fait le même job, on doit être alignés, on y va tous ensemble. Et donc ça, c'est effectivement 200 personnes entre les commerciaux, les marketeurs, leurs managers, et c'est un moyen aussi qui est intéressant pour créer du sentiment d'appartenance vis-à-vis des équipes sales et marketing qui viennent de nous rejoindre, parce qu'on vient d'acquérir une société. Tu arrives au sein d'une communauté et tu ne te sens pas tout seul. Tu vois, tu t'assistes aux bonnes pratiques. Tu prends les numéros de téléphone d'un tel de la BU, tu as vraiment apprécié son retour d'expérience, il est monté sur scène, sur la prospection, sur le marketing automation, sur ce que tu veux. Et voilà, tu sais que tu vas prendre de l'énergie, des bonnes informations, et oui, pour le sentiment d'appartenance, c'est hyper important. Donc ça, c'est une fois par an, et après on fait des événements un peu plus locaux, où là on va réunir peut-être un petit peu moins de monde, et ça on le fait une fois par quarter. Surtout quand vous intégrez tout le temps plein de nouveaux collaborateurs et que vous avez besoin d'émulation et, comme tu le disais, de renforcer le sentiment d'appartenance. Je passe à mon temps 3 et à mes dernières questions. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la technologie chez vous? Quels sont les outils indispensables selon toi d'une force de vente? On a parlé beaucoup de séquences, on a parlé de CRM. Toi, en plus, tu es dans le market avant, tu dois être un fanat d'outils. C'est quoi pour toi? J'essaie de lutter contre mon appétence pour l'outil. En plus, on est une boîte de tech, donc si tu veux, on est quand même tech-friendly aussi. Bien sûr. Et par expérience, il faut essayer de limiter le plus possible, ou en tout cas, même si tu utilises plusieurs outils, de n'avoir le moins, d'avoir un peu un accès unique, si tu veux. Donc c'est pour ça que, si tu veux, quand on a commencé à mettre en place Salesforce, on a développé la stack Salesforce pour que le commercial n'utilise que 1 ou 2 outils, ou 3 max, tu vois. Le message derrière, c'est de dire, attends, ton job, c'est pas d'utiliser des outils, ton job, c'est de vendre. Voilà. Et nous, on va essayer d'automatiser le plus possible, on va essayer de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu aies limite que Salesforce à utiliser, ton dashboard pour analyser ta performance, ta data, etc. Le marketing, évidemment, on utilise plus d'outils. C'est plus dans son ADN, mais on essaie vraiment de le limiter, parce que quand tu commences à dire au commercial, alors tu as un outil pour faire ci, tu as un outil pour faire ça, donc tu as 3 logins mots de passe, tu as 50 000 accès, c'est bon, tu as perdu ton commercial. Et si un jour il sous-performe, il dirait que c'est parce qu'il a trop d'outils et que c'est trop compliqué et qu'il ne sait pas, etc. Et là, donc, nous, on essaie vraiment de simplifier le plus possible. Tu me parlais d'automatisation. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle générative? Je vais nourrir ma question avec une expérience personnelle. J'écoutais ce matin France Inter et il disait que il y a un quart des jeunes de 18 à 25 ans qui ne savent plus écrire un mail sans utiliser un mail, un document, un essai, tu vois, ce genre de truc, sans utiliser ChatGPT. Est-ce que vous avez mis en place des choses avec l'IA? Ouais. Pas que dans vos produits, du coup, hein, bien sûr, dans vos méthodes. Ouais, alors oui, dans nos produits, mais alors dans nos techniques de vente, en marketing, oui. Moi, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis enfermé pendant une semaine. J'ai fait que du télétravail. J'ai dit à tout le monde, vous me fichez la paix. Je veux craquer le truc de ChatGPT. Donc c'était il y a 1 an. Okay. Pendant une semaine, j'ai prompté. Donc j'ai fait que du prompt. J'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. J'ai prompté pendant une semaine. Et c'est dingue parce que
on a eu des idées après avec les équipes marketing où on a réussi après m'être enfermé pendant une semaine. J'ai pu mieux comprendre de quoi on parlait. Hein. Ça évite de te faire bullshiter par des agences ou des prestataires qui vont te vendre des trucs, mais en fait tu peux juste le faire toi-même si tu comprends. Si tu as pris le temps d'itérer des... C'est ça, et en termes de marketing, je me rappelle en un mois à peine, on a fait l'équivalent, même pas en un mois, en 2 semaines, on a fait l'équivalent d'une production d'1 an de contenu. Tu vois ? Alors après, il faut faire attention parce qu'on en revient un petit peu de la création de contenu via l'IA. C'est pas tout le temps SEO friendly, c'est pas tout le temps intéressant. C'est pas tout le temps intéressant, mais franchement, on a vraiment affiné des prompts. Franchement, ça a de la gueule. Ouais, franchement, les contenus qu'on a réussi à créer avec une petite dose de SEO supplémentaire, un peu d'humain, parce que 100% automatisé, c'est pas possible. Mais franchement, ça fait froid dans le dos, mais dans le bon sens du terme, quoi. On a vraiment leveragé la création de contenu avec l'IA. Et pour les commerciaux, on a testé un outil qui est vraiment intéressant l'an dernier, qu'on est en train de déployer partout. C'est quand tu fais du call calling, bref, quand tu appelles ton client ou ton prospect, même si tu n'es pas en call, c'est, tu sais, la fameuse synthèse écrite, la substantifique moelle de ton call, que tu peux historiser, que le manager peut réécouter, revoir, présenter à son équipe, parce qu'il n'a pas le temps d'écouter tous les appels, etc. Donc ça, on essaie d'utiliser. Voilà. Vous l'avez fait vous-même, la retranscription ? Ça, c'est l'outil qui le fait, et encore une fois, c'est via Salesforce. En fait, quand c'est pas dans Salesforce, ça m'angoisse. Ouais. Donc l'idée, c'est encore une fois de simplifier et de mettre tout au même endroit. Donc tu sais, si tu veux, par exemple, le commercial, donc il va se loguer à Salesforce, il va faire son call calling, il va utiliser un outil qui est déjà dans Salesforce. C'est une brique de Salesforce. C'est une brique. Qui s'appelle comment ? C'est Aircall. Alors c'est pas Salesforce, c'est Aircall. C'est le plugin avec Aircall. Voilà, exactement. Okay. Donc voilà, et lui, il a l'impression d'être dans Salesforce, si tu veux. Bien sûr. L'outil qu'il va utiliser pour la partie retranscription, je l'ai mangé, je l'ai plus en tête, du call, c'est pareil, il est dans Salesforce, il n'a pas à se connecter ailleurs. Nous, c'est avec Mojo qui est connecté. C'est Mojo aussi qu'on utilise. C'est Mojo que vous avez. Mais il y en a d'autres que Mojo, bien sûr, pour le faire. Je passe à mes toutes dernières questions, c'est les questions un peu conseils. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je reviens à ce fameux manager qui m'avait dit vas-y, toi t'es fait pour le commerce, vas-y jump. C'est très lié à la confiance en soi, le commerce, parce que c'est un métier qui est très difficile, tu gagnes pas tous les mois. Tu parles de prospection, tu as besoin de relever la tête quand tu vas prendre 3, non j'ai pas le temps. Mais c'est clair, mais tu perds plus que tu gagnes, faut pas se mentir. T'as pas des taux de transformation de plus de 50%, en général c'est dans le B2B, dans le soft, tes win rates c'est entre 20 et 35, donc tu perds plus que tu gagnes, et donc ça c'est difficile à accepter. Et des fois tu gagnes et c'est super, et le trimestre d'après tu foires complètement ton trimestre. Et même le très bon commercial peut avoir à un moment donné un coup de mou, une perte de confiance en lui, etc. Donc c'est pas évident. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est ayez confiance en vous, quoi. Vous l'avez fait une fois, vous allez le refaire une deuxième fois. Et c'est pas grave de se tromper. Voilà. C'est pas grave de pas y arriver tout le temps. C'est juste humain. Ce que tu peux pas dire au marketeur, c'est pas le même métier, tu vois. Vis-à-vis d'un commercial, c'est ça, c'est très lié à la confiance en soi. Le deuxième conseil, il est très pragmatique aussi, c'est ayez confiance en votre produit, aimez votre produit. Ça, c'est les choses de base. C'est pour ça que je disais que les formateurs chez nous, c'est un super vivier. Parce que quand tu aimes ton produit, t'en parles vachement mieux. Voilà. T'en parles vachement mieux et t'es pas dans un truc de fausse séduction, etc. T'es convaincant parce que t'es déjà convaincu. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu les deux tips. Et le troisième tips, il est un peu plus pragmatique, j'ai envie de dire, il est moins émotionnel. C'est je crois pas trop en la vente purement à l'instinct. Il en faut de l'instinct, tu vois, l'instinct du commercial, le tueur. Mais c'est avant tout, je pense, un travail de préparation. Bien sûr. Donc se préparer, manipuler un minimum de data, bien préparer ses scripts avec le marketing, bien s'organiser, bien renseigner ses relances, etc. Être carré. Voilà. Si tu as la passion dans ton produit, si tu as confiance en toi, un minimum, et si tu es organisé, tu es un très bon sales. Parfait, tu m'as donné 3 conseils au lieu d'un seul, et ce ne sera pas d'ailleurs les seuls conseils que tu nous auras donnés tout au long de ce podcast, que ce soit sur le marketing, sur la vente. Tu es un bon coach, ça se voit, peut-être comme ceux que vous avez en tant que commercial. Toi, tu
Tu gères plein de business units différents, donc on sent que tu sais exactement aligner effectivement tes forces de vente et leurs méthodes. Est-ce que tu as un mot de la fin, Jérôme, ou est-ce que je peux juste te dire merci pour toutes tes bonnes pratiques? Je te remercie aussi pour ce partage. C'est toujours intéressant parce que ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on fait et ce qu'on doit améliorer. Merci. Peut-être à charge de revanche pour voir comment vous êtes amélioré dans quelques années. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, à mettre un avis sur Spotify et Apple Podcast s'il vous plaît. Je finis en vous disant vive la vente et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci, au revoir.